Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 pour la suite de cette émission organisée en marge au 27e sommet de l'Union africaine qui se tient ici au Rwanda, d'où nous émettons en direct. Aujourd'hui, on pose la question de savoir quel est le bilan de Mme Zuma à la tête de la Commission de l'Union africaine et où après on s'interrogera aussi sur les successeurs possibles, sur le profil quand même que doit avoir quelqu'un qui va révolutionner quand même cette organisation continentale. Et pour en débattre, nous sommes avec deux invités, d'autres vont nous rejoindre tout à l'heure. D'abord, nous sommes avec M. Idi Sabiti, il est journaliste à l'analyse politique. Merci d'être toujours en notre compagnie. C'est mon plaisir. Également avec nous, M. Vénus Karambizi, il enseigne le droit international, les relations internationales à l'Université libre de Kigali. Merci beaucoup d'être toujours en notre compagnie. Donc, chers téléspectateurs, vous pouvez toujours nous envoyer vos réactions par l'adresse UA2016@africa24tv.com, UA2016@africa24tv.com, et également pour les amoureux des réseaux sociaux, le hashtag Africa24. Merci. Déjà pas mal de réactions. On va commencer par en donner lecture tout à l'heure, mais je vais laisser le professeur finir une bonne démonstration qu'il faisait avant qu'on fasse la pause. Alors, professeur, donc il était question de savoir qui a le vrai pouvoir. Oui. Qu'il y a un équilibre entre les pouvoirs de l'un et de l'autre, ou de l'une, en l'occurrence, la présidente, présente, sortante de la ministre Zuma, et le président de l'Union africaine. Le président ayant les pouvoirs d'orientation politique générale de l'Union, et la présidente ayant les pouvoirs de mise en œuvre de cette orientation, dont le président est un peu le gardien au nom de ses pairs, au nom des présidents des autres 53 États, parce qu'aujourd'hui, ils sont 54. Mais pour comprendre la question, au-delà de la légalité, parce que ça, c'est la légalité, nous devons mettre en jeu le principe de l'effectivité. Il ne suffit pas du partage statutaire officiel des pouvoirs. Il faut aussi le jeu réel de personnalité entre la présidente et le président. Et je crois que, et même au-delà de cette notion d'effectivité, nous devons considérer le contexte de la gouvernance en Afrique en général. Donc ce qui manque, ce n'est pas que Mme Dlamini Nkosazana Zuma a tellement failli à ses devoirs, ou bien que le président ou les présidents successifs se sont imposés à elle. Il y a un défaut de gouvernance de l'Union africaine qui tire ses racines, qui plonge ses racines en quelque sorte dans les défauts de gouvernance en Afrique en général. Donc, s'il faut chercher une solution, ce n'est pas du côté du charisme des personnes, mais c'est du côté des réformes des institutions, de manière que la gouvernance soit assurée, aussi bien dans le chef du président de l'Union que dans le chef du président ou de la présidente de la Commission de l'Union africaine. Pour moi, donc, je dis qu'il y a une nécessité de réforme en profondeur. J'ai même appelé ça révolution. Il faut révolutionner les choses, il faut toucher les choses. Il faut que le président s'en tienne à ses pouvoirs, qu'il ne outrepasse pas. Il faut aussi que le président de l'Union, il faut que le président de la Commission n'ait pas de complexe, qu'il connaisse ses pouvoirs de manière précise et qu'il les mette en valeur sans subir, la violence des présidents successifs avec le père. Donc, vous comprenez qu'au-delà, il se pose même une correction des mentalités, une rectification de la mentalité, de la gestion, des gestions que l'Afrique se donne. Merci, professeur. Il y a un mot qui se revient souvent, c'est le mot souveraineté des États africains. Et cette souveraineté-là, on a l'impression qu'elle est tellement souveraine qu'à l'arrivée, ça porte en torse quand même à un certain nombre d'agissements que l'Union africaine ou la Commission de l'Union africaine aurait pu avoir. Nous parlons de souveraineté. Nous parlons toujours de souveraineté. Le Burundi est un État souverain, personne ne lui conteste. Le Burundi est souverain. Mais dans le même temps, il y a une crise au Burundi. La Commission de l'Union africaine estime qu'il faut envoyer des soldats. L'Union africaine dit « je suis un État souverain ». Le Burundi dit « je suis un État souverain, je n'en veux pas ».
Du coup, ça s'est imposé à tous les autres chefs d'État, apparemment, parce qu'il n'y a pas eu de réaction. Il n'y a pas eu de réaction. La preuve, la médiation assurée par un tiers pays n'a pas abouti. La preuve, aujourd'hui, on n'a pas encore retrouvé la paix au Burundi. Qu'il vous souvienne de la situation en Libye. En Libye, la Libye est un État souverain. Muammar Kadhafi était toujours guide libyen. Et pourtant, quand on a décidé d'envoyer des soldats, le guide libyen n'en voulait pas. Qui l'a écouté? On ne l'a pas écouté. La France a pris les devants avec le Royaume-Uni. Ils ont envoyé des soldats. Résultat des courses, on a fini par assassiner Muammar Kadhafi. Est-ce que ce n'est pas les tergiversations que nous avons? Parce que l'Union africaine aurait pu prendre ce problème-là et pouvoir le régler si on avait fait l'unanimité des chefs d'État. Mais ne l'ayant pas fait, la France et d'autres États, ils ont envoyé des soldats. Regardez dans quel état se trouve la Libye aujourd'hui. De la même manière, si on continue de se tergiverser sur le Burundi, et si la France ou n'importe quel autre État de l'Occident se lève aujourd'hui pour dire « nous allons aller intervenir au Burundi », qu'est-ce qu'on dira, M. Sabiti? Qu'est-ce qu'on dira? Regardez très bien les deux situations que j'ai présentées. Est-ce que ce ne sont pas ces tergiversations qui font que les autres font irruption, prennent les devants et puis agissent? Après, on dit non, non, nous sommes un continent souverain, nous sommes des États souverains. Les autres ne calculent plus dans ce temps-là la souveraineté parce qu'il y a des pertes en vies humaines. Je voudrais d'abord un peu peut-être souligner le mot souveraineté, mais un peu, le professeur parlait ici de la légalité dans laquelle l'Union africaine ou la Commission doit-elle d'équilibre dans lequel la Commission doit agir pour ne pas peut-être offenser ou blesser certaines sensibilité. Mais si on revient sur le cas du Burundi ou même le cas de la Libye, parce que ce sont des cas typiques par rapport à ce que nous sommes en train de discuter. Quand vous parlez de la souveraineté, moi je pense qu'à un certain moment, on parle de la souveraineté quand on veut se protéger, quand on pense que la souveraineté, ça doit nous arranger à couvrir ce qu'on fait, comme ça doit nous garder ou ça doit garder de loin les gens qui veulent, comme ce qui s'est passé au Burundi, voilà, qui veulent changer les choses. Mais quand il s'agit d'autre chose, quand il s'agit d'un autre cas, je ne vois pas une souveraineté qui s'applique au Burundi et qui ne s'applique pas en Libye. Et ça me fait également penser, est-ce que vraiment l'Union africaine elle-même se gère? C'est une affaire des Africains eux-mêmes. En même temps, il faudrait aussi se poser cette question. Et peut-être qu'on va plus tard revenir sur aussi la contribution des autres organisations comme elle, mais qui se trouvent sur d'autres continents, que tu le veuilles ou pas, ces gens doivent avoir une main mise sur cette organisation-là, d'une manière ou d'une autre, ou du moins dans certains cas. Le cas typique, c'était la Libye, vous l'avez dit, parce que connaissant la position qu'avait prise la France, elle n'a même pas attendu l'avis des Nations Unies, n'a pas attendu l'avis de l'Union africaine, ou considéré du moins la position de l'Union africaine, juste par amitié ou par entente avec le Royaume-Uni. Ils ont pris le devant, ils ont commencé à bombarder la Libye, un pays souverain, un pays membre de l'Union africaine et un des pays actifs sur le continent africain, et même un des pays qui finançait certains des grands projets au nom de l'Union africaine. Moi, je voudrais aussi que ça aussi on le comprenne. Aujourd'hui, le Burundi, il est ce qu'il est, mais nous qui vivons ici dans la région, nous savons combien les gens sont meurtris dans ce pays-là. Oui. Mais ce qui s'est passé en Libye peut-il se passer au Burundi si l'Union africaine ne prend pas ses responsabilités? Je crains bien que ça ne puisse pas se passer parce qu'aujourd'hui, le Burundi, je me dis, ça représente quoi par rapport à ces grandes nations en termes d'intérêt? Ça aussi... Même au-delà des intérêts, les pertes en vies humaines, ce que les Occidentaux disent malheureusement, monsieur, nous ne pouvons pas être observateurs. Monsieur, je vais vous rappeler, il y a une vingtaine d'années, plus d'1 million de personnes ont été massacrées dans ce pays, au Rwanda. Et le Rwanda était ce qu'il était aux yeux de la communauté internationale. Tout le monde savait ce qui se passait dans ce pays. Et tout le monde sait ce qui est en train de se passer au Burundi aujourd'hui. Et malheureusement, cette communauté internationale-là, elle est là.
voilà, elle a sa position et elle intervient quand elle veut. Qui veut ou qui décide qu'il y ait une intervention, malheureusement, on ne le saura jamais. Mais en ce qui concerne notre Union africaine, moi je pense qu'en tant qu'Africain, c'est bien, je reviens encore sur ce que le professeur a dit, il faudrait revoir les textes, renforcer la force même ou le pouvoir de l'Union africaine. Quand est-ce que, ou tracer la ligne de démarcation entre la souveraineté d'un État par rapport à une situation quelconque, mais également le pouvoir ou le mandat de l'Union africaine quand les vues humaines, quand d'abord l'intérêt général de la population est en jeu. Quand est-ce que vraiment il faut aller au-delà du simple mot de souveraineté territoriale ou intégrité, tout ce que vous voulez, mais est-ce que le côté humain, quand est-ce qu'il doit surpasser tout ce qui existe comme texte ou tout ce qui existe comme prétexte qu'un chef d'État ou un autre pays membre peut se targuer juste pour empêcher qu'une situation quelconque puisse arriver. En tout cas, merci beaucoup, M. Sabiti. La toute dernière question pour refermer ce petit chapitre, c'est de dire que, notamment sur la question du Burundi, beaucoup de personnes ont tendance à jeter la pierre à Mme Zuma. On doit pouvoir se dire désormais la responsabilité est partagée entre tous les États africains, bien entendu. Je vais poser la question à M. Karambizi, mais avant, je voudrais dire à nos téléspectateurs que nous sommes en direct ici du Rwanda et dans le même temps se tient dans la salle de conférence la réunion des ministres des Affaires étrangères et notre envoyé spécial Thierry Ngoga tente quand même de mettre la main sur un des invités pour pouvoir quand même se prononcer sur, un des commissaires pour pouvoir quand même se prononcer sur le bilan de Mme Zuma et de porter ce regard là sur ce qui a été fait sous son mandat. Mais apparemment, beaucoup de personnes ne sont pas pressées de pouvoir se prêter à cet exercice-là. En tout cas, nous avons espoir que Thierry finira par mettre la main sur quelqu'un et va lui poser la question en direct dans cette émission. On fera la liaison avec lui tout à l'heure. Mais professeur, répondez à la question. La responsabilité, elle est à qui? Au président en exercice, à la présidente de la Commission de l'Union africaine, à tous les États africains ou à tous les chefs d'État africains. La responsabilité incombe à qui? Le fait que la situation du Rwanda soit encore comme ça. Du Burundi, pardonnez-moi. Bon, avant cela, je dois me prononcer sur la question de savoir si les 5 militaires proposés par la présidente de la Commission de l'Union africaine, s'ils n'ont pas intervenu, sont pas intervenus au Burundi, si c'était en vertu du principe de la souveraineté du Burundi qu'a mis en avant le président du Burundi, ou bien si c'était dû à autre chose. En réalité, dans le cas du Burundi, comme dans des cas similaires, quand il y a violation des droits de la personne, quand il y a acte de génocide, quand il y a crime contre l'humanité, des crimes de guerre, le principe de la souveraineté ne joue plus. Ce qui joue, c'est ce qu'on appelle le droit d'ingérence humanitaire. Dans ces cas-là, les unions telles que l'Union africaine, même des pays individuellement considérés, ont le droit d'intervenir. Parce qu'un gouvernement qui ne gère plus correctement son peuple n'a plus le droit de mettre en avant les questions de souveraineté. Donc, s'il n'y a pas eu d'intervention militaire africaine au Burundi, ce n'est pas que le président Nkurunziza a mis en avant la souveraineté. Ses pairs le savent bien. Il n'a plus le droit, vu la manière dont le pays est mal géré et vu le désastre, la catastrophe pratiquement dans laquelle se trouvait le pays, un président comme lui n'a plus le droit d'invoquer la souveraineté ou du gouvernement du pays, et ses pairs le savent. S'ils ne sont pas intervenus, c'était pour des égoïsmes, pas des égoïsmes personnels. Professeur, on me signale que Thierry a pu mettre la main sur un invité. On va établir la liaison avec le Kigali Convention Center où se trouvent les ministres des Affaires étrangères et où se trouve également Thierry Ngoga, notre envoyé spécial. Thierry, si vous entendez, vous avez la parole. Babila, ce n'est pas du tout facile de trouver une personnalité qui puisse répondre à la question de savoir quel est le bilan du mandat de Mme Zuma à la tête de la Commission de l'Union africaine. Mais j'ai quand même pu trouver un journaliste camerounais, Alex Azebazé, qui est en même temps le président d'une plateforme entre l'Union africaine et le Cameroun. C'est bien ça, Alex? Oui.
très précisément, je suis président de la plateforme Mon Union africaine Cameroun. C'est un regroupement des organisations, des acteurs de la société civile africains, mais dans le chapitre du Cameroun, qui œuvre pour la mise en œuvre dans les différents pays des instruments juridiques de l'Union africaine. D'accord. Alors, je veux vous poser la question de manière tout à fait directe. Quel est selon vous le bilan des 4 ans passés à la tête de la commission de Mme Zouma? C'est un bilan naturellement mitigé, comme tous les bilans. Du point de vue du citoyen que je suis, de l'acteur de la société civile que je suis, et du journaliste, je considère que elle a fait, comme ses prédécesseurs, ce que la limite des pouvoirs que les institutions de l'Union africaine confèrent à une commission et à sa présidente. Et en l'espèce, ce que beaucoup de gens semblent ne pas percevoir, c'est que aucun responsable de commission africaine n'a d'autonomie de décision en dehors de l'instance suprême qu'est la conférence des chefs d'État. Or, c'est précisément les chefs d'État africains qui décident si oui ou non telle politique doit être mise en place. Par exemple, en tant qu'acteurs de la société civile, nous nous attendons à ce que, sur des questions par exemple de la protection des populations civiles dans différents pays qui sont en crise, que l'Union africaine s'engage fermement. La Commission africaine, notamment à travers sa commission paix et sécurité, qui est placée, qui a un commissaire, mais qui est chapeauté par la présidente de la Commission, a entrepris un ensemble d'actions, mais qui ont régulièrement été bloquées par la conférence des chefs d'État, notamment lors du dernier sommet en janvier. Je prends cet exemple-là pour montrer très bien que nous commettrions régulièrement l'erreur de considérer que la Commission africaine a le même pouvoir que la Commission de l'Union européenne. La Commission de l'Union européenne est plus autonome que la Commission de l'Union africaine. Et cela a plombé, selon vous, dans le mandat de Mme Zouma? Autant ça a plombé le mandat de Mme Zouma, comme ça a plombé quelques années avant celui de M. Jean Ping. Le seul président de commission qui avait semblé indiquer une dynamique forte, c'était le président Alpha Ouma Konaré. Et nous avons, en tant qu'analystes et acteurs de la société civile, perçu une tendance forte des États ou des responsables des États à ne plus favoriser l'accession de chefs d'État à la tête de la Commission africaine, justement pour qu'il n'y ait pas d'acteurs forts en face d'eux. Alors, quel serait donc selon vous le profil idéal pour succéder à Mme Zouma, étant entendu qu'elle ne va pas se représenter? Le profil idéal, je pense que pour définir le profil idéal, il faut revoir en premier lieu les textes de l'Union africaine qui organisent les champs de compétences de la Commission africaine. La Commission africaine reste trop sur des questions techniques, de sorte que les décisions politiques sont essentiellement le fait de chefs d'État qui, chacun de nous le sait en tant qu'Africains, gèrent davantage les intérêts de pouvoir que les intérêts d'une certaine, comment je le dis, d'une certaine autonomie africaine, mais autonomie non pas dans le sens de ne pas respecter les règles et les principes qu'ils se sont librement pris ici, mais autonomie pour préserver les intérêts politiques dans leur pays. Et ça continue à apparaître comme si on avait à la tête de l'Union africaine un syndicat de chefs d'État, comme ce fut le cas pour l'Union africaine, alors que précisément l'Union africaine est née pour créer des conditions pour que cette instance intergouvernementale africaine continentale ne soit plus simplement un instrument aux mains des dirigeants. Merci beaucoup Alex. Alors Babilas, ça n'a pas été du tout facile parce que tous ceux qu'on a approchés ne voulaient pas beaucoup parler du mandat de Mme Zouma. Il y avait une sorte d'ormeta, mais je vous renvoie l'antenne pour la suite de votre débat. Merci Thierry. J'imagine que ce ne doit pas être facile de se prêter à cet exercice-là, de porter un jugement sur le bilan de Mme Dlamini Zuma. Vous qui avez accepté de faire cet exercice, je vous remercie une fois de plus. Et pendant que nous étions en liaison avec Thierry Ngongan, nous avons été rejoints sur ce plateau par le directeur de l'administration de l'Union africaine, M. Amin Idriss, qui nous a rejoints. Merci beaucoup de marquer votre présence sur ce plateau, quand bien même c'est un peu en retard, mais nous sommes heureux quand même que vous soyez là. Merci beaucoup. Donc on a posé la question, avant que vous ne veniez ici, sur le bilan de Mme Zouma, et puis beaucoup de personnes ont estimé que, certaines personnes ont estimé qu'elle n'a pas fait preuve de beaucoup de charisme. Et nous disions que le charisme, c'est quoi si on n'a pas de vrai pouvoir? Selon vous, est-ce que
selon les tests de l'Union africaine, on donne suffisamment de pouvoir à la présidente de la Commission? Écoutez, je vous remercie pour d'abord m'avoir invité sur le plateau. J'ai bien voulu me prêter à cet exercice en ma qualité de fonctionnaire, hein, tout simplement. Je crois qu'il faut replacer le bilan de Mme Zuma dans son contexte. Il y a 4 ans, quand elle a pris le pouvoir, quand elle a été élue à la tête de la commission, elle a été élue sur ses capacités d'administrateur, de gestionnaire. Un peu pour dire que les temps ont changé et que la Commission de l'Union africaine et l'Union africaine elle-même doit se moderniser pour se recréer et se mettre en position de répondre aux défis de notre continent. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. C'est exactement, je crois, ce que la Commission qui est en ce moment en charge a fait sur les 4 dernières années. Beaucoup de travail a été effectué, spécialement en ce qui concerne le renforcement des capacités du personnel de l'Union. Un travail énorme a aussi été abattu par la présente commission sur la réforme institutionnelle de l'Union elle-même. Réforme institutionnelle, d'abord dans un premier temps, réforme du modèle opérationnel, parce que j'ai entendu ici et là dire que l'Union africaine a très peu d'impact. Les temps ont changé, il fallait absolument que l'Union africaine se réforme et adapte son modèle opérationnel et son modèle de fonctionnement pour pouvoir répondre aux défis. Donc ce travail a été fait, il y a encore du travail qui doit être fait, mais je crois que c'est à mettre au crédit de Mme Zuma et de son vice-président et de l'ensemble des commissaires. Énormément de travail était aussi, si vous voulez, effectué sur le rôle et la place des femmes au sein de l'organisation. Aujourd'hui, par exemple, on est quasiment en situation de parité sur les postes de directeurs au sein de l'Union africaine, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Beaucoup de jeunes aussi ont été recrutés. Et il va sans dire que le fait de recruter davantage de femmes à des postes de direction et des jeunes à des postes de direction va mettre l'Union africaine dans une position de comprendre ce qui se passe en Afrique et de pouvoir effectivement répondre aux défis que notre continent pose. Et puis, maintenant, d'un point de vue purement, si vous voulez, extérieur, hein, il y a notre gros problème à l'Union africaine, c'est que nous ne savons pas très bien communiquer sur ce que nous faisons. Je suis certain que beaucoup de compatriotes, beaucoup de nos citoyens en Afrique connaissent à peine 10% de ce que l'Union africaine fait sur le terrain. Je vais vous donner un exemple. Le Bureau interafricain pour les ressources animales, qui est basé à Nairobi, donc qui est un de nos plus gros bureaux, fait énormément de travail de recherche scientifique, mais aussi de gestion des projets auprès des États membres, spécialement tous les États qui ont la ressource animale comme principale source de revenus. De la même façon, nous avons créé l'Université panafricaine qui fonctionne très bien, qui a 5 campus dans 5 pays, parmi lesquels l'Algérie, le Nigeria, le Cameroun, le Kenya, l'Afrique du Sud. Et cette université, elle fonctionne. Elle est dotée d'un budget de plusieurs millions de dollars. Aujourd'hui, on a des diplômés qui sortent de cette université, spécialement dans les filières scientifiques et techniques. Donc, et ça a été fait ces 4 dernières années. Monsieur Adoum, au-delà de l'aspect administratif, il y a un exemple qui est cité souvent pour les personnes qui veulent porter, un jugement sur le mandat de Mme Zuma à cause de la crise au Burundi. Parce que ça s'est produit pendant son mandat. Le fait, on note quand même, on a noté un aller-retour infructueux sur la crise au Burundi et à l'arrivée, on n'a pas senti l'Union africaine. Est-ce que c'est à l'actif de Mme Zuma ou à l'actif de la conférence des présidents qui détient les vrais pouvoirs? Je crois qu'il faut bien connaître l'Union africaine. L'Union africaine est une organisation intergouvernementale. Et quand on dit, ce n'est pas comme l'Union européenne qui est plus qu'une organisation intergouvernementale, avec des processus qui sont des processus d'intégration extrêmement avancés. Donc quand il s'agit de l'Union africaine, nous sommes encore, si vous voulez, au début
des processus intergouvernementaux. Et à ce niveau, effectivement, la conférence des chefs d'État est l'organe suprême et l'organe qui prend les décisions. La commission de l'Union africaine, et donc Mme Zouma qui est le chef de cette commission, et le secrétariat de l'Assemblée des chefs d'État. Le secrétariat de l'Assemblée des chefs d'État, c'est un organe exécutif, mais ça reste dans les limites de ses responsabilités, qui est de conseiller les chefs d'État, de leur amener des décisions à prendre, et c'est à eux de prendre la décision finale. Donc ceux qui jettent la pierre à Mme Zouma n'ont qu'à bien se tenir. Moi, je pense que si on veut... c'est trop facile, en fait. En ce moment, j'entends tout le monde qui critique l'Union africaine. Et c'est tout à fait normal, puisque tous ceux qui critiquent l'Union africaine veulent que l'Union africaine s'améliore pour pouvoir faire un impact réel sur notre continent. Donc ces critiques sont les bienvenues. Maintenant, il va falloir nous aider pour faire en sorte qu'on puisse aller sur la deuxième étape des processus intergouvernementaux afin de doter l'Union, je ne dirais pas d'un pouvoir de coercition, mais au moins d'une certaine autonomie qui lui permettront de prendre des décisions beaucoup plus politiques. Donc ça, c'est vraiment l'affaire des chefs d'État. Et pour vous fermer ce chapitre, professeur Karambizi, vous disiez qu'il faut vraiment revoir les tests pour pouvoir aller plus vite et de manière plus efficace. Oui, et sur cette question du Burundi, je voulais dire que si on juge les responsabilités, d'une part de la présidente de la Commission et d'autre part du président de l'Union avec ses pairs, je dirais que Mme Nkosazana Zouma a fait son devoir. Elle a présenté, elle a proposé la décision à prendre. Et les chefs d'État ne se sont pas entendus, non pas parce que le président Nkurunziza avait invoqué le principe de la souveraineté, mais parce que d'un côté, il y a quelques-uns qui étaient ses amis, qui voulaient le protéger. Et par ailleurs, il y en a d'autres qui ont des situations semblablement détériorées, comme celle du Burundi, qui ne voulaient pas qu'ils subissent un jour la même mesure. Donc, la responsabilité de la non-intervention se trouve beaucoup plus du côté des chefs d'État que de le président de la Commission. Parce qu'elle n'a que le pouvoir de proposer, elle a proposé, mais ceux qui ont le pouvoir de décider ne se sont pas entendus pour décider. Mais nous ne pouvons pas perdre de courage. Et je réponds à la question que vous avez soulevée en disant que s'il reste passif, est-ce qu'il n'y a pas risque qu'il y ait une intervention extra-africaine? Je crois qu'il ne faut pas rester éternellement passif, puisque la question du Burundi devient dangereusement violente. Je crois que l'Union africaine finit par reconnaître la situation et prendre des mesures. Sinon, il y aura un jour une intervention au nom du droit d'ingérence humanitaire. Merci. Pourquoi Mme Zouma n'est pas candidate à sa propre succession? Quel est le profil des successeurs possibles qu'on entend? Ça et là, c'est des aspects que nous allons voir dans la toute dernière partie de cette émission. Mais avant, nous allons marquer une pause, chers téléspectateurs. Ne partez surtout pas, on vous retrouve dans quelques instants.